Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mi-prof, mi-grossesse. C'est une vidéo que j'aurais trop aimé trouver au moment où ça m'est arrivé parce que administrativement l'éducation nationale c'est un vrai labyrinthe. Quoi faire pour annoncer à l'éducation nationale que tu es enceinte et du coup qu'il va falloir te remplacer forcément parce que tu vas pas être là pendant un petit moment pour au moins ton congé maternité voire plus si tu prends un congé parental ou autre après. Et c'est trop important de savoir quoi faire administrativement parlant parce que sinon ça veut dire perte de salaire et ça c'est un petit peu compliqué surtout quand on attend un enfant. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi au niveau administratif et pas que d'ailleurs. En gros comment ça a été d'être une prof enceinte, sachant que j'ai été à l'école de mon premier au 5e mois de grossesse à peu près. J'ai fait les 5 premiers mois de grossesse devant ma classe. J'ai eu quelques arrêts et on va parler justement des arrêts de travail quand on est enceinte dans cette vidéo parce que pareil c'est un truc qu'il faut évoquer vraiment. La toute première chose dont je vais vous parler c'est administrativement qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont nos obligations en tant que professeur. Moi je suis professeure du premier degré mais j'ai enseigné en SECPA au moment où je suis tombée enceinte. Professeur des écoles, c'est le titre qu'on a. On doit prévenir l'éducation nationale de notre grossesse jusqu'au 4e mois de grossesse. Donc avant la fin du 4e mois, notre employeur doit être au courant qu'on est enceinte. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres métiers, on n'a pas forcément l'obligation d'informer notre employeur. Pour l'éducation nationale c'est un peu différent d'abord parce qu'on est fonctionnaire mais tout simplement parce qu'il y a besoin de nous remplacer devant les élèves donc il faut pouvoir être informé. Du jour au lendemain on peut pas partir en congé mat et puis il n'y a plus personne devant les élèves, c'est logique. Même si bon, s'ils prévoient pas leur coup il y aura personne devant les élèves, hein, ça ce sera pas votre problème et pas votre faute. Mais voilà pourquoi dans ce métier-là, on doit informer notre employeur et pas forcément dans d'autres métiers. Pour informer notre employeur justement, comment ça se passe? Au 3e mois de grossesse, à l'échographie du premier trimestre, on obtient un papier qui est une déclaration de grossesse. J'en ai déjà parlé dans tout le côté administratif pendant la grossesse, c'est une autre vidéo sur la chaîne. Et cette déclaration de grossesse, je vous avais vivement conseillé de l'imprimer et de la faire signer et tamponner par le médecin qui l'a édité. Parce que justement vous allez devoir l'envoyer à l'éducation nationale et j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait une signature et un tampon parce que moi on m'a embêté pour ça. Alors même que c'est le médecin qui l'a édité, mais si le médecin n'avait pas mis son tampon, c'était pas valide et ça ne passait pas pour l'éducation nationale. Donc ce que vous devez faire en fait c'est la transmettre à votre gestionnaire. Là où le gestionnaire change assez régulièrement, en tout cas dans mon académie ça tourne beaucoup, les gestionnaires s'occupent des personnels par ordre alphabétique, pas par établissement. Donc votre collègue a pas forcément la même gestionnaire que vous. La meilleure chose à faire c'est d'appeler votre inspection et de demander le nom et le contact mail de votre gestionnaire. À ce moment-là, vous pouvez envoyer votre déclaration de grossesse dans un mail pour expliquer la situation. Et normalement ça devrait être ajouté à votre dossier et donc c'est bon, c'est fait, ils sont au courant, ils sont censés prendre les choses en main pour vous remplacer et faire tout le reste. Après c'est plus censé vous concerner. Bon, dans les faits... Dans les faits ça peut être un petit peu différent parce que l'éducation nationale, comme un peu n'importe quel service public, est complètement débordée, n'a pas assez de personnel. Des fois les informations ne passent pas. La communication au sein de cette institution c'est vraiment quelque chose. Donc assurez-vous vraiment que les choses ont bien été transmises et que votre inspectrice ou le secrétariat de votre inspection en tout cas est bien au courant de votre congé maternité notamment. Si la transmission de votre déclaration de grossesse est automatique pour la CPAM et la CAF, ce n'est pas le cas de votre employeur, même si vous êtes fonctionnaire, même si vous êtes professeur, même si votre médecin vous dit que c'est automatiquement transmis, ce qui a été mon cas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas transmis, c'est à vous de l'envoyer à votre gestionnaire, c'est à vous d'informer votre inspection, absolument. Et j'insiste bien sur informer votre inspection parce que c'est la seule chose qui est obligatoire. Vous n'avez absolument aucune obligation légale d'informer votre direction, donc directeur, directrice d'école ou principal du collège ou peu importe. Vous n'avez pas l'obligation de prévenir vos élèves, vous n'avez pas l'obligation de le dire à vos collègues, vous n'avez pas l'obligation de le dire aux parents d'élèves.
C'est quelque chose qui peut se faire parce que moralement vous trouvez ça mieux, parce que vous trouvez que pour l'entente c'est mieux, parce que vous avez besoin d'en parler, parce que vous êtes plus à l'aise d'en parler, parce que vous savez que vous allez être absente, que vous avez des nausées, que ça va se voir ou peu importe. Ça c'est votre choix. Mais légalement vous n'avez aucune autre obligation que celle de prévenir l'éducation nationale de votre prochaine absence de congé maternité. Sinon, vous n'avez rien à justifier auprès de personne. Et ça me paraît super important à préciser parce que selon les écoles, selon les collègues, selon les contextes de travail, on n'est pas forcément à l'aise de parler de ces sujets. On n'est pas forcément toujours dans un environnement sain, donc on n'a pas forcément toujours envie de le dire. Tout simplement. Donc sachez que vous n'avez pas l'obligation de le faire. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est comment gérer le fait de faire cours, de préparer ses cours tout en étant enceinte et notamment tout en étant dans son premier trimestre. Parce que le premier trimestre, il peut être très éprouvant pour plein de raisons. Pour les nausées, pour les vomissements et surtout pour la fatigue. La fatigue du premier trimestre, c'est une fatigue qui est absolument hors norme, que je n'ai absolument pas connue avant et que je n'ai plus connu autrement que pendant ce premier trimestre. Et ça peut vraiment impacter le travail. La première chose, et donc on va reparler de ces fameux arrêts de travail, arrêts maladie, pour ma part, la première personne à qui j'en ai parlé au collège, c'est ma directrice de SECPA. Donc moi j'étais dans un collège, je vous ai dit je suis enseignante premier degré, donc si j'avais été dans une école élémentaire ou maternelle, ça aurait été ma directrice ou mon directeur d'école. Là, quand on travaille dans le secondaire en tant que professeur des écoles, c'est un petit peu différent, à savoir la SECPA, il y a une directrice ou un directeur de SECPA. C'est à cette personne que je me suis adressée en priorité parce que d'abord j'avais tout à fait confiance en cette personne, donc je savais que je pouvais en parler, et aussi parce que je sentais bien que certains arrêts maladie allaient s'enchaîner parce que j'étais pas vraiment en forme, que j'ai pas forcément eu un premier trimestre tout lisse, tout classique. Il y a des fois où je ne pouvais pas aller à l'école pour des raisons de santé. Donc je tenais à titre personnel à expliquer à cette personne mes nombreuses absences. Ce qui s'est fait sans absolument aucun souci parce que, encore une fois, c'est une personne de confiance et je l'aurais peut-être pas fait si ça avait été quelqu'un d'autre avec qui je me sentais pas à l'aise. C'était important pour moi d'expliquer à ma direction pourquoi est-ce que j'enchaînais un petit peu les absences ces derniers temps. Ensuite, ça me permettait aussi de me protéger de certaines activités. Il y a certaines sorties scolaires auxquelles j'étais pas inclus d'office parce que avec la grossesse c'était pas forcément super compatible. Je pense notamment à des sorties vélo qui ont eu lieu au moment de ma grossesse. J'ai été directement éliminée en tant qu'accompagnatrice parce que moi je le sentais pas et qu'il n'y avait pas du tout moyen de m'envoyer faire ça. Et ce que j'ai très envie de dire à propos des arrêts maladie, c'est qu'il y a zéro culpabilité à avoir quand on est en arrêt pour ça. En fait, le bébé il est prioritaire, votre santé est prioritaire, et je vais même vous dire ça autrement, c'est que demain vous avez un énorme problème de santé, ou pire, demain tu meurs. L'éducation nationale, en quelques heures elle t'aura remplacé, en quelques heures elle t'aura zappé, et tous tes collègues et tout ça, d'ici quelques semaines, quelques mois, ils parleront plus de toi, ils se souviendront plus de toi. Par contre, ta famille, elle te remplacera jamais et elle te pleurera toute la vie. Il n'y a pas photo en fait. Il n'y a qu'un endroit où tu es irremplaçable, c'est dans ta famille. Donc c'est clairement pas à ce moment-là, au moment où vous êtes enceinte, que vous devez culpabiliser d'avoir des arrêts maladie si c'est nécessaire et si votre médecin vous dit que ça lui paraît nécessaire que vous restiez à la maison et que vous n'alliez pas travailler. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal au début parce que j'étais professeure de français pour les 3e et je les préparais au brevet, et j'ai eu quelques absences avec eux et ça m'a beaucoup stressée parce que je me disais s'ils n'ont pas leur brevet ça va être ma faute. Non, clairement pas. S'ils n'ont pas leur brevet c'est parce que l'éducation nationale, il n'y a pas de remplaçant ou de remplaçante à fournir parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce qu'il n'y a pas assez de moyens et plein d'autres raison pas cool, mais en aucun cas c'est votre faute si vous êtes en arrêt. Des fois c'est nécessaire, il n'y a pas à culpabiliser pour ça, votre médecin sait quand c'est nécessaire ou pas. Ensuite j'ai mis plusieurs choses en place au moment de la décision de faire un enfant. Pas au moment où je suis tombée enceinte, mais avant. Parce qu'en fait, entre le moment où tu prends la décision et le moment où réellement tu tombes enceinte, il peut y avoir plusieurs semaines, ou plusieurs mois, ou parfois même plusieurs années. J'ai tout de suite, dès qu'on a pris la décision, mis en place des trucs dans ma vie pour me faire moins galérer au travail. À savoir, je me suis tout de suite mis à prendre de l'avance
dans la préparation de mes cours. Donc finalement quand je suis tombée enceinte quelques mois plus tard, j'avais déjà plusieurs mois d'avance dans la préparation de mes cours. J'avais déjà ce poids en moins de travail à faire le soir. Pareil pour tout ce qui est administratif, j'ai pris de l'avance, j'ai bouclé tout ce que je pouvais à l'avance, tout ce que je savais qui allait arriver parce qu'il y a toujours des trucs de dernière minute pour lesquels il faut speeder, ça c'est certain. Mais il y a plein de choses que j'ai mis à l'avance de côté dans mon ordinateur et que j'avais plus qu'à envoyer le moment venu. En gros, le but c'est de se décharger autant que possible du travail qu'on doit faire sur une semaine ou sur une journée pour que au moment où on est complètement KO, où on rentre du travail et on a juste envie de dormir, on n'ait pas besoin de préparer les cours du lendemain parce qu'ils sont déjà prêts. Et donc j'ai pu prendre comme ça plusieurs mois d'avance en travaillant un petit peu plus pendant les mois qui ont précédé le moment où je suis tombée enceinte. J'ai aussi fait un gros tri, que ce soit chez moi ou à l'école, de toutes mes affaires d'école. Ce qui m'a permis plusieurs choses, déjà de me libérer l'esprit de plein de choses, de jeter plein de choses, parce que du coup je voulais laisser une classe clean au moment de mon congé maternité à la personne qui viendrait à ma place, et aussi parce que ça m'a permis de retrouver plein de choses que j'avais déjà fait les années précédentes et que je pouvais réutiliser sans me casser la tête en fait, tout simplement parce que c'est adapté, parce que c'est des choses que j'ai fait par exemple l'année passée et qui a bien fonctionné. Donc au lieu de recréer une séquence de zéro, je vais juste reprendre ce que j'ai déjà pu faire et ça m'épargnera encore quelques heures de travail. Donc c'est plein de petites choses mis bout à bout qui vous épargnent beaucoup d'heures de travail, beaucoup de charge mentale aussi. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est de dormir à chaque occasion. Moi je rentrais des fois du travail à 17h30, 18h, je mangeais et je dormais jusqu'au lendemain. Je ne faisais rien d'autre parce que c'est ce qui me permettait de tenir avec la fatigue du premier trimestre. Il y a aussi le fait de dormir sur les pauses midi. Si vous avez votre propre salle, il arrivait que je mange dans ma salle et que je fasse une petite sieste ensuite sur une table. Ça m'est même déjà arrivé de faire des micro-siestes pendant les récréations. Parce que la fatigue du premier trimestre, vraiment c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Et toutes ces mini-minutes de sommeil m'ont vraiment aidé à tenir sur la durée dans les journées. Ensuite, toujours dans ce qui se passe en classe, j'ai prévu plus d'activités en autonomie, plus d'activités où j'étais un peu plus en retrait. Moins de sorties scolaires aussi parce que ça me fatiguait énormément les sorties scolaires de galoper à droite à gauche dans la ville ou même ailleurs, et même à organiser c'est un gros poids, à faire la gestion des élèves c'est un gros poids, trouver des accompagnateurs et tout, ça demande beaucoup d'énergie. Donc j'ai un peu levé le pied pendant tout le premier trimestre et le début du deuxième sur les sorties scolaires. De la même manière j'ai prévu plus d'activités en autonomie pour avoir des moments en classe où je pouvais juste m'asseoir et souffler. Donc ça m'a épargné aussi quelques arrêts parce que j'ai su gérer un peu mieux mon travail en classe, avant la classe, pendant la classe, après la classe. Réaménager un petit peu ses habitudes pour pouvoir être un peu plus dans le repos que dans l'action finalement, sans négliger pour autant les apprentissages des élèves. Ça, il n'y a pas eu d'impact. D'ailleurs, tous les troisièmes qui ont passé le brevet ont eu leur brevet et ils ont eu des notes plutôt satisfaisantes en français. Donc finalement tout est bien qui finit bien. Et la toute dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'annonce aux élèves. En tout cas mon cas personnel de l'annonce aux élèves. Je vous le rappelle, j'étais en SECPA, donc j'avais des élèves de la 6e à la 3e entre 11 et 16 ans à peu près. Donc des élèves qui sont plus ou moins au courant de ce que représente le fait d'être enceinte et d'attendre un bébé et tout ce qui se passe physiologiquement parlant. Beaucoup d'élèves aussi qui ont des petits frères, des petites sœurs, donc qui ont déjà vu les parents attendre un enfant et faire toutes les préparations. Globalement, déjà les annonces ont été absolument magiques parce que dans l'établissement où j'étais, on avait avec mes collègues une très bonne relation avec nos élèves, donc pour moi c'était même une petite source d'excitation de pouvoir leur annoncer ça. Notamment parce qu'ils l'attendaient beaucoup, hein. Ils nous posent, à cet âge là les ados sont très curieux, ils nous posent souvent la question: madame, est-ce que vous allez bientôt faire un bébé? Madame, est-ce que vous êtes mariée? Madame, voilà. Là c'était le moment où je pouvais leur dire oui, il y a un bébé qui arrive. Bon, j'ai attendu le 4e mois pour le faire, mais c'était quand même super chou, leur réaction était trop chou. J'ai eu des félicitations de parents aussi, ce qui était très touchant. J'ai eu des élèves qui étaient aux petits soins, qui ne me laissaient même plus porter mon sac, qui étaient très prévenants. C'est des élèves où après en classe, quand il y a un peu trop de bruit, il y en a toujours un pour dire chut, faut pas qu'elle s'énerve, c'est pas bon pour le bébé. Enfin voilà, ça dépend de la relation que vous avez avec vos collègues, avec les parents d'élèves et avec les élèves. Mais pour moi ça a été un moment vraiment magique.
mais il y a aussi quelque chose qu'il faut prévenir. Quand ça se passe bien entre un prof et ses élèves, il y a aussi un attachement. Selon la relation que vous avez avec les élèves, vous pouvez parfois être un réel repère pour eux. Et là, de savoir qu'il y a bébé et qu'il y a congé maternité derrière, il peut y avoir perte de ce repère. Et certains élèves ont vraiment besoin d'être rassurés sur qu'est-ce qui va se passer ensuite concrètement. Et ça a été un temps super important à prendre avec eux, notamment les plus jeunes, les 6e et les 5e, pour leur expliquer que voilà, effectivement, je vais être absente pendant un certain temps, de tel mois à tel mois, de telle date à telle date. Peut-être que je serai absente avant si ça ne va pas, peut-être que de temps en temps je serai absente dans les semaines à venir selon mon état de santé, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. En fait, leur expliquer clairement les choses, ça dépend encore une fois de la relation que vous avez avec vos élèves, mais pour moi ça a été important de leur expliquer que voilà, effectivement pendant un temps je ne serai plus là, je ne serai plus disponible et d'une certaine façon vous ne serez plus ma priorité, forcément, évidemment. Mais je ne vous oublie pas, regardez, les choses sont prévues pour que vous soyez pris en charge après moi. C'est-à-dire que sûrement il y aura un remplaçant ou une remplaçante qui viendra pendant que je serai absente. C'est-à-dire administrativement, voilà, le contact que vos parents m'envoient des messages ou m'appellent, etc. Ce sera quelqu'un d'autre qui fera ça. Voilà, on va terminer ce chapitre ensemble en classe et vous commencerez un nouveau livre par exemple avec ma remplaçante. Ce genre de choses. Ou bien une nouvelle année scolaire avec quelqu'un d'autre à ma place ou peu importe. En fait, simplement leur expliquer ce qui va se passer dans les mois à venir et d'une certaine manière à quelle sauce ils vont être mangés quoi. Certains élèves ont vraiment besoin d'être rassurés là-dessus. D'autres élèves n'auront pas besoin d'être rassurés, c'est tant mieux pour eux, mais par contre seront hyper curieux de comprendre mais votre bébé il est où dans votre ventre? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et qui vont vous poser des questions, mais est-ce que vous avez envie de vomir? Est-ce que c'est vrai que ça fait ci, que ça fait ça? Est-ce que c'est... Je me souviens qu'il y avait un élève qui m'avait demandé madame vous en êtes à combien de mois? Et j'ai répondu 4 et il me dit ça c'est la période des cornichons ça. Et en fait c'est parce que lui avait des femmes enceintes dans son entourage qui autour de 4 mois mangeaient beaucoup de cornichons, donc il a transposé ça sur moi. Ça n'était pas faux d'ailleurs, soit dit en passant, effectivement c'était la période cornichon et ouais c'est marrant de voir en fait finalement quelles questions il pose. C'était aussi l'occasion pour les 4e notamment de parler de tout le chapitre de reproduction et ils ont compris plein de choses parce que pour eux c'était hyper concret et c'était trop intéressant de discuter de tout ça avec eux. Je vous ai parlé de tout ça dans ma vidéo sur le premier trimestre et pour moi ça a été, je pense, la meilleure phase du fait d'être enceinte à l'école parce que ça n'a pas toujours été facile, des fois c'était absolument épuisant et dur et tout ce que vous voulez, mais la phase avec les élèves c'était magique. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de l'annonce que je leur ai fait. Je vais pas vous le diffuser évidemment, mais j'avais enregistré en audio à chaque fois que je l'ai annoncé à mes différentes classes et leur réaction est juste magique. Enfin c'est hyper touchant, c'est un moment qui est absolument unique et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu dans le fait d'être enceinte et prof. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous faire réfléchir à certains points, vous permettre de comprendre administrativement ce qui vous attend aussi. Mais je le redis, vérifiez absolument, vérifiez que votre déclaration de grossesse a bien été envoyée à l'éducation nationale, qu'ils sont bien au courant. Parce que moi, ils ont appris 2 jours avant mon congé que j'étais en congé. Voilà. Alors que normalement ils étaient censés l'apprendre au 4e mois, ils l'ont appris au 7e. Donc vérifiez, vérifiez vraiment parce que la communication dans l'éducation nationale c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une autre planète. Voilà, c'était tout pour mes conseils à ce sujet là, j'espère que ça vous aura aidé et à bientôt.